parle? C'est nous qui avons fait tout le boulot! S'il y a bien une licence qui méritait un meilleur traitement, c'est celle-ci. Un premier opus incroyable, une suite qui sort des sentiers battus pour sublimer le lore de cette licence grandissante. Offrant un troisième opus dans la continuité du deuxième, qui faisait la promesse de devenir une institution dans le monde du jeu vidéo. Quand soudain, une suite plus que prometteuse va être totalement abandonnée. Quoi? Laissant cette licence dans les méandres d'un plaisir nostalgique. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Jak and Daxter. La fabuleuse légende de l'éclair orange! Et de son acolyte sans importance nommé Jak. Dans cette vidéo, nous allons bien sûr revenir sur les 3 premiers jeux qui ont créé la légende de la licence, puis nous reviendrons sur les différents jeux controversés qui ont vu le jour quelques temps plus tard pour enfin faire le point sur cette suite tant attendue qui ne verra jamais le jour et en comprendre les véritables raisons. Mais pour commencer, je vous propose d'aller faire un petit tour dans les studios de Naughty Dog et revenir aux origines de la licence et de leur concepteur. Andy Gavin et Jason Rubin fondent en 1984 GAM Software, acronyme de Jason et Andy's Magic. C'est dans leur garage qu'ils commencent à développer leurs premiers jeux tels que Ski Crazed en 1987, Dream Zone en 1988 ou encore Kill the Sith en 1989. Gagnant en popularité dans le monde du jeu vidéo, ils craignent que leur nom de gemme soit associé à une marque de short qui était montante à l'époque. Ils décident donc de changer de nom pour s'appeler Roulement de tambour. Naughty Dog. Nom inspiré par la mascotte inventée par Jason Rubin. Jason et Andy finissent leur cursus universitaire et la société est mise un peu en veille pour ensuite se reformer à Boston, puis en Californie, après un accord passé avec Universal pour produire 3 jeux. Aidés par le financement du groupe Universal, ils commencent à développer leur premier jeu et offrent le premier opus de la mythique licence Crash Bandicoot. Un véritable tournant pour l'entreprise qui fait de son héros la potentielle mascotte de la nouvelle console de Sony, que vous connaissez bien sûr sous le nom de PlayStation. Crash Bandicoot est un véritable succès au Japon, ce qui est peu courant pour un jeu d'origine occidentale. Mais les créateurs du marsupial au pantalon bleu Les pantalons doivent malheureusement faire leurs adieux à la licence, Universal ayant récupéré la garde exclusive de Crash Bandicoot. Même pas un week-end sur 2, ni la moitié des vacances scolaires. Naughty Dog a donc besoin de nouveaux financements pour développer une nouvelle licence à succès et accepte de devenir une filiale à part entière de Sony. Les éditeurs voulant rester dans l'exclusivité de ceux qui avaient fait leur premier succès. Ils commencent donc à préparer l'avenir avec l'arrivée de la PlayStation 2. Et de leur côté, Sony va s'engager auprès de Naughty Dog pour qu'ils gardent leur liberté créative et qu'ils aient carte blanche sur chaque licence proposée. Mais au-delà de l'histoire et des protagonistes, Naughty Dog s'impose un cahier des charges et ils veulent pouvoir proposer aux joueurs un jeu avec un monde ouvert sans temps de chargement. Il est temps donc maintenant de rentrer dans le vif du sujet et parler de la licence qui nous intéresse, le premier volet de Jak and Daxter. L'histoire de Jak and Daxter démarre sur une île étrange où se rendent Jak et son ami Daxter. Pris sur le fait, Jak bouscule par inadvertance Daxter qui tombe dans l'écho noir pour ressortir en une beloutre. Ouais, une sorte d'hybride entre la loutre et la belette. Celui-ci, devenant la mascotte du jeu, accompagne Jak dans sa quête des piles d'énergie et des différents sages de chaque écho pour aider Daxter à retrouver sa forme d'origine. Les héros évoluent dans un environnement plutôt tropical et assez primitif, à la nuance que Samos, l'un des sages, possède des lunettes. Va savoir, peut-être qu'il vient d'ailleurs. Mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Et ce premier volume de Jak and Daxter est une franche réussite et salué par la critique. Déjà parce qu'il offre une nouvelle façon de jouer dans son développement par Naughty Dog, comparé à sa première licence Crash Bandicoot. Mais également misé sur une propre identité pour le jeu avec le car design des personnages ayant ces longues oreilles qui n'avaient pas encore été vues dans un autre univers. Une fois tous les sages retrouvés, on découvre que Gore, celui qui est censé aider Daxter à retrouver sa forme initiale, est finalement l'antagoniste du début. Et c'est là que le comique de service doit faire le plus gros sacrifice pour sauver le monde. C'est-à-dire rester une beloutre, manière de légitimer le personnage à avoir ce comportement insupportable du jeu. Rester poilu, sauver le monde.
Quel dilemme! Mais également justifier le fait que ce personnage avait bien été écrit pour rester la mascotte du jeu. Eh oui! Si j'avais su dans quelle galère on s'embarquait, j'aurais tout fait pour rester la mascotte du village. Ce petit animal particulier doué de conscience, présent pour être une extension de Jack. Ou tout du moins dans son gameplay. D'ailleurs, on pourrait y voir presque un aveu du fait que Daxter soit l'extension de Jack, étant donné que sa suite va littéralement changer de nom pour s'appeler tout simplement Jack 2, délaissant ainsi sa mascotte de son statut de héros. Une suite qui va d'ailleurs changer de direction artistique et de manière assez inattendue, mais de mon point de vue, plutôt admirablement. Cette DA pourrait d'ailleurs s'expliquer par la volonté de ses dirigeants à quitter le studio qu'ils avaient fondé. Car oui, Gavin et Rubin en ont marre et décident de quitter Naughty Dog. Malgré leur départ, Sony réclame tout de même les 2 suites que le studio avait promis et décide donc de chapeauter les projets autour de la licence en se concentrant bien évidemment sur leurs successeurs, décidant de capitaliser sur Stephen White et Evan Wells, qui décident d'orienter la narration du prochain opus sur quelque chose de plus sombre, plus nuancé, s'inspirant d'autres licences montantes du jeu vidéo. Et de ces décisions va naître Jack 2 hors la loi. On résistait au vent puissant pour nous donner la vie. Naughty Dog annonce la couleur avec cette fameuse phrase supplémentaire « hors la loi ». Fini le simple héros sympathique et muet du premier volet. Mais je vous rassure, on garde tout de même une certaine continuité scénaristique. C'est vous, Thorn? Il est peut-être muet. Tu l'étais bien, toi. Le scénario du jeu débutant là où le premier volet se terminait avec un cliffhanger. Oui, parce qu'à la fin du premier opus, si vous aviez trouvé les 101 piles d'énergie, vous libériez une porte qui révélait... mes réponses dans le prochain volet. Nous découvrons à la scène d'ouverture du deuxième opus une machine ayant la capacité de voyager à travers les dimensions. Nos héros se retrouvent alors dans une cité bien plus avancée et Jack se fait capturer. Par contre, de son côté, Daxter va réussir à s'échapper et va ouvrir l'histoire de son propre jeu qui était sorti sur PSP quelques années plus tard. Promettant de revenir sauver son ami, s'adaptant à ce nouveau monde en devenant exterminateur et profitant de ce statut pour retrouver Jack. Ce n'est que 2 ans après leur arrivée dans ce monde futuriste que Daxter finit par retrouver Jack. Mais dans quelles conditions? Je vous le dis tout de suite. Jack est devenu le cobaye du baron Praxis, voulant faire de lui une sorte de super soldat en lui injectant de l'écho noir. Ouais, parce que quand c'est Daxter qui tombe dans l'écho noir, ça devient une beloutre, alors que Jack, ça devient un être un petit peu plus démoniaque. Jack a su montrer une farouche détermination en survivant malgré la quantité d'écho injecté, lui donnant la faculté de libérer un être maléfique doté d'une force incroyable tout en gardant cependant un certain contrôle. Jack va jurer de se venger du baron Praxis et va découvrir qu'il est en réalité le meneur de Abbeville, l'endroit où ils ont atterri, étant en guerre avec des créatures nommées les Metalheads. Jack, j'ai besoin de toi et de ton rat qui parle. Et au niveau du gameplay, Naughty Dog prend alors une direction encore inédite, proposant une formule de monde ouvert, un peu à la GTA, où le joueur peut parcourir librement la ville tout en remplissant les différentes missions à sa guise. Et comme je vous le disais, de la même manière que GTA, Jack pouvait voler des voitures. Ouais, je sais, c'est pas terrible, mais bon, ça marche quand même. Qui doit-on éliminer ou que doit-on détruire ou faire exploser? Cette direction artistique avait été influencée par Jason Rubin, s'inspirant des jeux qui fonctionnent à l'époque, mettant également un point d'honneur à ce que l'histoire offre un vrai récit pour le joueur. Au fur et à mesure de l'histoire, Jack retrouve le sage vert Samos, qui semble plus jeune qu'au moment où ils avaient été séparés. C'est alors que Jack va comprendre qu'ils n'ont finalement pas voyagé à travers des dimensions, mais à travers le temps, et qu'ils sont dans le futur. Et quoi? Comment? Pourquoi? Où? On est dans le futur, Dax. Cet endroit lugubre, c'est notre monde. Ce qui explique entre autres pourquoi Samos pouvait avoir des lunettes, même si Jak and Daxter présentent certains éléments technologiques relativement évolués. Voilà, c'était la parenthèse inutile de cette vidéo. Ok, bien vu. En suivant sa quête, Jack se trouve des alliés entre mercenaires et Ashlyn, la fille du baron. Ils doivent également protéger un jeune garçon, censé être un descendant de Mar, légende de la ville. Comprenant finalement au dénouement du jeu que ce petit n'est autre que Jack enfant, qui a en réalité été envoyé dans le passé pour être protégé en attendant d'être suffisamment grand pour accomplir son destin. Prends soin de toi. Oh, et fais bien ce que je te dis. Ne t'approche pas des ruches de Wampa Bay le jour de tes 9 ans. D'accord? Et là, il y a un hic, car par rapport à ce choix scénaristique, si Jack adulte a sauvé la ville, à quoi bon envoyer Jack enfant?
pour éviter une sorte de paradoxe temporel. Doc, vous en pensez quoi? Un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Et cela n'empêche pas Naughty Dog d'offrir un troisième opus, arrivant à mêler à la fois ce qui a fait le charme du premier et du deuxième volet. Développé cette fois-ci par une nouvelle équipe, les nouveaux dirigeants étant enclins à d'autres occupations et peu satisfaits des retours du deuxième opus. C'est donc Neil Druckmann, Christophe Balestra et Amy Hennig qui vont s'occuper du sobrement intitulé Jak 3. Ouais, on avait gagné, mais l'avenir faisait peur à voir. Et Jak 3 ouvre son histoire sur le bannissement de Jak dans le désert, nous qui l'avions laissé 1 an plus tôt comme le sauveur de la ville. Naughty Dog prouve là sa maîtrise de l'intrigue et de la mise en bouche pour le joueur qui devient friand de découvrir la suite. Évoluant dans un nouvel environnement, une nouvelle carte avec des enjeux bien différents du deuxième opus, tout en restant dans la continuité des préceptes des fameux précurseurs dont le jeu va enfin lever le mystère, ces fameux êtres divins à l'origine de toute cette technologie précurseur. Hey, c'est encore un de ces trucs précurseurs à la noix. Dans son intrigue, Jak 3 se suit parfaitement avec son prédécesseur, et le jeu prend le temps de faire évoluer son personnage, d'abord en lui offrant de nouveaux pouvoirs avec l'écho blanc, donné d'ailleurs par les précurseurs, laver son nom et comprendre pourquoi il a été banni, mais surtout rencontrer le vrai père de Jak, Damas, le chef des reclus du désert, révélé juste avant sa mort, où il va demander à Jak de retrouver son fils en lui confiant le symbole de sa famille, symbole qu'avait le petit Jak dans le deuxième opus. Tu le reconnaîtras grâce à ça. Il porte une amulette comme celle-là. Un symbole de notre appartenance à la grande maison de Mar. Enfin, le jeu nous révèle la véritable nature des précurseurs qui, en réalité, sont des meloutres. Allez, qui a pensé à ça? Ouais, l'écho noir a transformé Daxter en précurseur. Ils sont comme moi. À la limite, cette révélation aurait pu donner cours à plus de développement, comme le fait que Daxter aurait pu être tellement sage qu'au contact de l'écho noir, il soit devenu un précurseur, contrairement à Jak, qui lui se transforme en une sorte de bête démoniaque, même si celui-ci était sur le point de devenir un précurseur s'il n'avait pas été devancé par l'horrible Comte Veiger. C'est quoi, enfin un max? Tu trouves pas? Mais je trouve que scénaristiquement, ça pousse le développement, car si on estime que Daxter était légitime à devenir un précurseur ayant entre guillemets le cœur pur, c'était intéressant de voir que Jak, nuancé de gris, malgré tout l'écho noir qu'on lui avait injecté dans le deuxième opus, ne pouvait pas se développer en tant que précurseur, et son destin va d'ailleurs le limiter à cette transformation. Les précurseurs vont d'ailleurs également récompenser Daxter en lui offrant un pantalon et en transformant sa chair et tendre en beloutre. Et de vous à moi, elle a l'air de vachement bien le prendre. Et heureusement, parce que de vous à moi, les relations interespèces animal-humain, quelle que soit la licence, ça m'a toujours paru bizarre. Oh, mon petit héros. Samos, ça va? Et la fin de Jak 3 est scénaristiquement la meilleure façon de construire la conclusion d'un troisième opus. C'est-à-dire conclure d'un côté toutes les intrigues qui avaient été ouvertes dans le premier et le deuxième opus, mais d'un autre côté pouvoir laisser une espèce de semi-porte ouverte qui permettrait éventuellement dans la possibilité que un nouvel opus arrive. Jak décidant de ne pas suivre les précurseurs et de rester avec ses amis. Et cette suite en question, on va malheureusement la voir. Mais avant d'en parler, Jak and Daxter aura le droit à son spin-off avec Jak X. Une histoire qui suit directement Jak 3, déroulant son action 1 an plus tard, toujours chapeautée par Amy Hennig. Voulant justifier le simple fait de faire un jeu de course avec Jak and Daxter de la même manière que l'on avait fait pour Crash Bandicoot, volet 1, volet 2, volet 3 et Crash Bandicoot Racing. Cette fois-ci, l'intrigue est assez simple pour justifier de voir Jak et ses amis sur la piste de course. Une sorte de Mario Kart un peu plus sombre où Crew, un des antagonistes du second volet, empoisonne l'équipe de Jak et sa propre fille, leur demandant de gagner la course contre le chef des gangs de Misos. Après avoir tout gagné, on apprend finalement que le chef Misos n'est autre que le présentateur du Grand Prix, et l'on apprend que la fille de Crew n'a finalement pas été empoisonnée, cherchant seulement à manipuler Jak et son équipe, mais elle va tout de même les épargner dû à la grande estime qu'elle leur doit. Malin, non, et un peu facile scénaristiquement parlant. Vous savez, cette fille n'est pas si mal. Non, n'éliminez pas les pilotes.
Ce sont mes amis. Quoique peut-être plus pour longtemps. Enfin, c'est les affaires. Une jolie fin d'ailleurs qui voit l'intrigue amoureuse de Kira et Jack se conclure par un baiser langoureux. Et si le jeu arrivait à offrir une nouvelle conclusion, le retour des chiffres est cependant catastrophique, s'écoulant à peu près 500 000 exemplaires. À titre de comparaison, le premier opus s'était écoulé à 3 millions d'exemplaires, le deuxième à 1,5 million et le troisième à 1,8 million. Ce n'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas? Mais si on avait été dans un conte de fées, on aurait pu se dire qu'ils avaient vécu heureux et eu beaucoup d'enfants. Cependant, Sony va décider de développer un nouveau Jak and Daxter en se passant de Naughty Dog en 2009 pour avoir le controversé 4e opus qui n'en est pas vraiment un, Jak and Daxter The Last Frontiers. Vous aviez peur des aéropaniens. Des bruits de couloir laissaient cependant entendre qu'un nouvel opus était en développement avec un scénario écrit par Richard Le Marchand et Neil Druckmann, qui décide après quelques mois d'abandonner le projet. Ce qui explique pourquoi la licence va avoir une légère traversée du désert. Mais va relancer un intérêt certain à la sortie de la PSP et de l'opus Daxter que nous avions évoqué plus tôt. Et le spin-off Daxter va s'écouler à près de 2 millions d'exemplaires, il était donc logique que Sony ait envie de sortir cette licence du placard. Cependant, Naughty Dog, ils étaient pas si chauds que ça. Ton petit jouet et rentre chez toi. J'ai aussi un scoop pour toi. T'es trop sexy quand tu t'énerves. Se concentrant de leur côté sur leur nouvelle licence à succès, Uncharted. Le studio se trouvant dans une situation financière compliquée et ne pouvant avoir plusieurs équipes pour le développement de plusieurs jeux, Sonic décide donc de confier le développement au studio High Impact Game. Bon alors déjà, oui, vous noterez que Daxter réintègre le titre de la licence étant donné le succès de son spin-off sur PSP. Une manière également de bien légitimer et de canoniser cette suite controversée. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour cet opus ? Surtout pas que je t'énerve, toi. Déjà, notons le choix de Sony d'éditer le jeu sur PS2 et sur PSP. Ouais, vous avez bien entendu. Ils ont décidé d'éditer le jeu sur PS2 alors que la PS3 était déjà sortie depuis près de 2 ans. Laissez tomber. Je vais rapidement vous résumer tout ça parce que là, c'est l'heure de ma sieste. Un choix plus que particulier qui trouve sa justification par la qualité médiocre des graphismes, cherchant plutôt à étoffer le catalogue de la PSP. Mais la question légitime qu'on pourrait réellement se poser, c'est à quel moment Sony a pu estimer que Jak and Daxter ne méritait pas son opus sur PS3 ? Alors qu'il se débrouille sans moi. Car la licence avait réussi à être une des franchises phares et exclusives de la console, avec un univers qui ne manquait pas de richesse pour offrir un bon jeu. De plus, on a le sentiment que Jack n'évolue plus dans le monde qu'il a laissé. Et l'univers qui est proposé ne convainc absolument pas les fans de la licence. Un environnement trop fade, une intrigue qui ne correspond pas à la fin que nous avait proposé le 3e opus, suggérant de repartir à la recherche de l'écho. Ils ont même essayé d'innover en proposant une sorte de Dark Daxter, mais ça aussi c'est du réchauffé, car on l'avait déjà eu dans Jak 2 avec Jack. Alors pourquoi le proposer cette fois-ci avec Daxter ? Et de vous à moi, ça fonctionne pas. L'échec cuisant de Jak and Daxter The Lost Frontier n'empêchera pas Naughty Dog de vouloir donner un nouveau souffle à la licence et de préparer un réel 4e opus avec une direction artistique totalement nouvelle. Naughty Dog s'étant déjà lancé dans la direction artistique réaliste avec les jeux Uncharted, il voulait pouvoir faire de même et développer en secret un Jak aux dimensions plus réalistes que ce que nous avaient offert les 3 premiers volets. Un jeu qu'il développe en parallèle d'Uncharted 3. Ils envisagent une ouverture du jeu où les héros seront bloqués dans un sous-marin pour atterrir sur une île tropicale, se détachant de la dystopie des volets précédents et revenir sur un environnement plus fidèle au premier opus. Et à titre personnel, je pense que cette direction artistique aurait pu apporter un véritable renouveau à la licence. Et aurait même pu s'orienter vers un soft reboot, rendant le côté réaliste plus légitime à une histoire sombre qui aurait fait grandir les 2 héros en même temps que les fans de la licence. Devenus de jeunes adultes pour la plupart. J'ai dit la plupart. À nous deux, nous repeuplerons toute la planète. On n'en est pas encore là, boule de poil. Jak and Daxter était arrivé à un point de chute où cette prise de risque dans la popularité des 2 héros aurait pu ne pas être entachée. Seulement, on n'est pas dans un monde de bisounours, et les aspects financiers sont évidemment pris en compte. Obligé donc d'envisager l'échec, cette nouvelle direction artistique ne pouvant pas plaire aux fans les plus aguerris. Mais d'un autre côté, je me dis que si Crash Bandicoot a pu s'offrir un 4e opus sur la PS4, il n'y a aucune raison pour que Jak and Daxter sorte des tiroirs pour nous offrir un nouveau volet dans les années à venir.
Peut-être que je rêve. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir qu'une adaptation cinématographique avec Tom Holland en live action pourrait voir le jour. Cependant, à ce jour, le projet n'est pas tellement avancé et reste dans les limbes des fantasmes des fans les plus aguerris. Oui, les miens. Bonne idée, Jack. On fait une pause? Juste une toute petite sieste. Jak and Daxter est aujourd'hui le souvenir nostalgique de ce qu'aurait pu être une grande licence et qui a encore tellement plus à offrir. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et bien sûr, dites-moi ce que vous pensez de cette licence. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.